Alors, le gauche de l'époque en fait aussi une erreur supplémentaire. Malgré leur mission d'imposer le partage des moyens de production, ils ont visé que le travaillosphère, l'industriosphère et pas du tout le biosphère. À l'époque, le biosphère était encore quelque chose à dominer pour extraire davantage de ressources pour arrêter la famine chez les hommes. Marx et Engels eux-mêmes l'ont écrit. Pour imposer la solidarité aussi, les mouvements de gauche d'origine ont fini par prendre la forme pyramidale et ont largement passé à côté de cette idée que les humains peuvent être solidaires par eux-mêmes avec une éducation populaire, mais aussi en symbiose responsable avec la nature qui nous entoure. Pour la gauche d'aujourd'hui, par contre, c'est toujours la faute à la droite. On va jeter des pierres et on attend toujours qu'il y ait un sauveur comme Mélenchon qui va nous mener la révolution dans le macrocosme sans nous demander de le faire dans le microcosme. Et en bas dans les microcosmes de gauche, vous avez tous la petite tendance à croire que l'État nous doit tout ce qu'il faut pour vivre sans être prêt à étudier et écrire comment ça pourrait marcher pour nous-mêmes. Du coup, nous croyons être dans un système avec des mécanismes de solidarité imposés pour le bien de tous, mais nous nourrissons toujours les mêmes capitalistes de la vraie extrême droite. C'est ces nazis en cravate qui nous mènent progressivement vers une autre forme de fascisme depuis 1977. Et c'est toujours les pauvres et surtout les indépendants non salariés qui paient cher. Cependant, les riches font ce qu'ils veulent et le renard gère de nouveau le poulailler. Alors aussi à gauche, nous avons tendance à penser Ah ah, ce mec-là que j'écoute n'est pas de gauche, donc il doit être de droite. C'est un facho. alors faites très attention à ça. Je ne vais même pas critiquer la droite ici pour équilibrer le discours. En vérité, sur le terrain, les gens véritablement de droite sont une minorité minable et tout ce qu'ils disent la gauche à leur sujet est déjà suffisant. Il est inutile d'en ajouter. Il est évident pour moi que ces gens-là ne vont pas nous aider à sortir de ce merdier ensemble en se retroussant les manches pour travailler sur le terrain. Par contre, dans le vrai vie, les gens qui se déclarent et qui se croient être de gauche sont très nombreux, mais soyons honnêtes, votre truc ne marche pas aujourd'hui. Il est temps de le réécrire et ajoutons à ça que vous êtes tous un peu méfiants envers l'ésotérique et le divin, vous êtes méfiants envers l'écologie et vous êtes très méfiants envers des gens autonomes et indépendants. Je veux suggérer que quand même, nous avons tous une solidarité aussi. La solidarité n'est pas le monopole de la gauche et on pourrait descendre ces barrières et apprendre à travailler ensemble. Retournons donc aux pensées en pattern, au pattern thinking, pour voir où on peut aller avec ces trucs. Alors, chez les peuples des îles Pacifiques, les chiffres complexes sur la navigation entre des îles sont codifiés dans les patterns. Il y a des codes dans l'architecture de certains bâtiments, dans les chansons et aussi dans les tatouages. C'est un repositoire d'informations techniques préservé dans une culture artistique. Malgré la capacité d'absorber énormément de chiffres, la pensée en pattern est plutôt quelque chose de qualitatif que de quantitative. Et vous allez constater en regardant autour de vous que la qualité de tout ce qui nous entoure est en chute libre actuellement. Nous cherchons d'abord, avec le pensée en pattern, une impression esthétique des choses. Et pour recevoir et concevoir esthétiquement, nous utilisons l'hémisphère droite de nos cerveaux. Ceci est la moitié qui gère tout ce qui est artistique, créatif et instant présent. Et encore une fois, nous constatons que les ressources pour stimuler et développer ce parti-là de nous manquent cruellement à l'école. Coïncidence ou complot? Qui peut le savoir? Une fois que l'impression artistique de la situation est reçue et formulée correctement, nous le validons si nécessaire avec des chiffres et la logique matérielle, linéaire et temporelle qui est le domaine de l'hémisphère gauche de nos cerveaux et ceci est le côté actuellement surstimulé par notre pattern éducatif pour produire la continuité d'une société linéaire. Alors, c'est en travaillant ainsi avec l'hémisphère droite de nos cerveaux, selon les psychonautes, que nos solutions pour demain doivent d'abord sortir de nos capacités artistiques avant de devenir les capacités techniques. Nous devons nous exprimer artistiquement pour visualiser le monde dans lequel nous voulons vivre, puis trouver les détails techniques après.
C'est ainsi que la science-fiction d'hier devient toujours la réalité de demain, mais le problème avec la science-fiction, c'est que c'est souvent apocalyptique. La permaculture est l'art de vivre en symbiose avec la nature, mais cet art est aussi soutenu par la logique du design et étayé par une science pluridisciplinaire et fondée sur un pattern pour une société holistique et horizontale et aussi régénérative dont les détails vont se manifester sous toute forme de surprise au fur et à mesure que les humains le pratiquent sur le terrain, exprimant pleinement ce que la nature les raconte. En s'adressant ainsi à nos problèmes extérieurs, nous allons réunir et équilibrer nos deux hémisphères intérieurs pour soigner le clivage afin de devenir des êtres qui sont en route pour être entiers, épanouis et ensemble, sans médicaments, sans IRM et peut-être sans smartphone. Notre intuition va se remettre en place au fur et à mesure que nous pratiquons la permaculture sur le terrain en coopération avec le reste de la nature. Mais il faut dire que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Nous avons tous beaucoup de rééducation à faire et surtout d'apprendre l'observation de soi-même pour vérifier des bons résultats et les mauvais résultats issus de nos décisions intuitive. C'est une récalibration de soi-même à travers la vie et surtout peut-être à travers le jardin. L'intuition et ses conséquences sont observables par vous-même et que par vous-même. Il n'y a personne d'autre qui peut venir vérifier votre intuition à votre place. Vous êtes tous des instruments de mesure qualitative. Il suffit de créer une échelle de nuances en vous-même et de devenir observateur de votre vie afin de trouver comment avancer intuitivement, mais pas non plus sans réfléchir. Quelques années plus tard, c'est avec notre intuition de nouveau en phase avec la nature et équilibrée que quand nous regardons quelque chose, nous allons avoir une impression tout de suite de bien ou de pas bien. Avec une pensée en pattern, quand nous regardons une monoculture de céréales à perte de vue, nous reconnaissons instantanément qu'il y a un problème. Et le problème dans la monoculture est simple. Il n'y a pas de pattern. Le paysage est monotone, avec des pixels très réguliers. Ça prend la même structure, étrangement, de nos écrans. Mais surtout, écologiquement, il y a très peu d'interface entre les choses symbiotiques, ou ce que nous appelons en anglais « the edge ». Alors, le prêtre en blouse blanche, appelé cette fois-ci un ingénieur agronome, va venir avec sa valise de jouets électroniques et nous valider notre impression avec tout un tas de statistiques qui indiquent une baisse de rendement progressive plus on va vers le centre de la monoculture. Plus on s'éloigne des haies et des bois, et même les routes qui entourent la monoculture, plus l'écosystème du sol se trouve en difficulté car il manque d'interface, il manque de soutien. Les deux façons de penser, voyons bien, nous mènent à la même conclusion. Et heureusement, la seule différence, c'est qu'il y a un des diagnostics qui coûte un peu moins cher que l'autre. Les solutions, par contre, sont très différentes. La solution linéaire quantitative venue de la temple de la technologie est en général de nous proposer tout un tas d'instruments liés par satellite, donc un abonnement, pour créer des cartes de rendement permettant à l'agriculteur de mettre plus de produits, plus de produits, là où il est nécessaire, et un peu moins, voire rien du tout, là où le besoin est absent. Mais vous allez voir, le besoin ne sera jamais absent. Et bien sûr, ces nouvelles techniques marchent que avec des nouvelles machines. Et les nouvelles machines doivent être tirées par les nouvelles tracteurs. Et les nouvelles tracteurs sont financés par les nouvelles crédits. Et on appelle ça une agriculture raisonnée. Alors, le pensée en pattern va nous proposer de couper la monoculture en deux avec une belle haie végétale et même de planter un petit bosquet de bois régénératif pile au centre, là où la dégradation du sol était au point. Continuons maintenant la même monoculture de chaque côté de la haie et plusieurs années plus tard, nous allons avoir deux points de dégradation au lieu d'un, mais leur surface respectives additionnées vont être légèrement inférieures aux pointes du début.
mais surtout, le niveau de la dégénération sera moins. Si nous continuons de fractaliser nos surfaces agricoles ainsi, nous créons un paysage fractal rempli de petites fermes et chaque ferme remplie de plein de petits champs limités par les haies végétales. Et ainsi, nous augmentons très sérieusement l'interface entre champs et arbres. Et déjà, rien qu'avec ça, vous allez voir, on va changer le monde. Mais, allons plus loin. Nous avons gravement besoin de modifier le pattern des pratiques dans le champ, ou ce que j'appelle le pattern temporel. Avec une pattern temporelle couplée avec une pattern matérielle, le tout designé basé sur des vivants, nous allons chercher à développer les patterns agricoles non pas durables, car durable n'est pas suffisant maintenant. L'inertie de la destruction est trop évoluée pour que durable ait un effet conséquent. Nous avons besoin de transitionner rapidement et directement vers une agriculture et même vers une culture régénérative. Sans parler du fait que la pyramide s'est déjà accabrée du mot durable, donc développement durable, et leur version n'est pas très gaie. Alors, comment faire? Regardons d'abord l'agriculture. Sans l'agriculture, on n'a pas ce qu'on peut appeler une civilisation et il faut revenir à être chasseur-cueilleur. Donc, agriculture. Agriculture. Agri veut dire des champs. Et culture, qu'est-ce que ça veut dire culture? Parce qu'en France, on a une définition assez tordue de ce mot. En fait, la culture, c'est l'ensemble des pratiques d'un peuple. La culture, c'est l'ensemble des pratiques d'un peuple. Merci. Alors, notre interprétation linéaire suprémiste extractive moderne et mécochimique de ce mot agriculture, la culture des champs, était d'essayer de cultiver les champs les plus vastes possibles. On pourrait juste dire que c'était une faute de traduction ou même une incompréhension culturelle. C'est pas grave, ça n'a pas marché, essayons autre chose. Dans le régénératif, notre interprétation du même mot va être de cultiver le nombre des champs en les multipliant sur le terrain. C'est juste un changement de perspective et rien d'autre. Multiplie les champs. Donc, qu'est-ce que c'est une agriculture régénérative? Alors, par définition, une agriculture régénérative doit nous produire la nourriture, des fibres, de l'huile, des énergies, et tout ça en respectant les cycles naturels par design, par biais d'une intégration harmonieuse de ces besoins humains dans le paysage. Une agriculture régénérative doit produire nourriture, fibres, huile et énergie en respectant les cycles naturels par design, par biais d'une intégration harmonieuse de ces besoins humains dans le paysage. Merci. Et nous avons besoin de beaucoup de diversité de patterns à suivre pour montrer aux agriculteurs modernes qu'autrement est possible et de les inclure dans la prochaine étape, peut-être sans passer par les gouvernements. Donc, comment concevoir une pattern agricole? Il faut d'abord identifier les limites d'une pattern agricole, commençant par les limites géographiques. La Terre est coupée indéniablement en continents et les continents sont coupés indéniablement en régions naturelles que nous appelons les biorégions. Et chaque biorégion a des caractéristiques spécifiques. La géologie et le climat ensemble conditionnent un certain type de végétation et cette végétation va construire un certain type de sol qui va soutenir un certain type de vie animale ambulante, inclus les humains. Et dans le sens inverse, les animaux et la végétation, ou le manque les deux, peuvent aussi conditionner le climat et les sols, changeant les caractères des régions et on appelle ça la désertification.